Minitel, 36 29 00 2 fois. France 3 vous présente la météo avec les magasins Gamme Vert. Bienvenue à tous et à toutes pour vos dernières nouvelles du ciel pour aujourd'hui. Demain, grisaille et faible précipitation sur une grande moitié nord, mais ailleurs, du soleil quand même. Tout de suite, la revue de détail habituelle avec l'animation satellite européenne, toujours anticyclone bien installé sur l'Atlantique et les perturbations qui le contournent et qui viennent nous visiter par le nord. Vous voyez cette descente nuageuse aujourd'hui sur une partie nord de la France. Il y a quand même pas mal de nuages. Prévision de Météo France pour demain matin. Voilà la carte. Avec donc de la grisaille descendue du nord pour une grande partie nord de la France, du nord jusqu'au Bordelais, vous le voyez. Quelques faibles précipitations locales, parfois de neige comme sur le nord de la Bourgogne. Et puis ailleurs, eh bien, des brumes et des brouillards sur les vallées de la Saône et du Rhône, surtout sur la région Rhône-Alpes. Vous voyez qu'il y aura quelques entrées maritimes sur l'extrême sud-est de la France, partout ailleurs. Sympathique présence du soleil du nord-est jusqu'au sud-ouest. Évolution de ce temps en cours de journée tout de suite. Alors, eh bien, le soleil va gagner un peu de terrain. On retrouvera quelques apparitions de celui-ci, ou de ce dernier, comme vous voulez, de la Bretagne au Bordelais jusqu'à la Bourgogne. Plus au nord, ce sera une certaine grisaille avec quelques faibles précipitations. Encore des nuages sur l'extrême sud-est, des entrées maritimes sur le golfe du Lion. Partout ailleurs, sympathique présence du soleil. Les températures matinales, de 2 à 3 degrés inférieurs aux normales saisonnières, entre moins 5 degrés à Mulhouse et jusqu'à 4 degrés pour Brest et Cherbourg, avec moins 1 degré pour Bordeaux, moins 2 degrés pour Toulouse, moins 2 degrés pour Marseille, 3 petits degrés, c'est quand même pas mal pour Nice par rapport à ce qui se passe ailleurs, et 2 degrés pour Paris. Celle de l'après-midi de 2 à 3 degrés également, inférieure aux normales saisonnières, entre 4 à 5 degrés pour le nord-est, 6 degrés pour le nord, vous voyez, pour Lille, 5 degrés pour Clermont-Ferrand, 10 degrés pour Marseille, 10 degrés pour Biarritz, 9 degrés pour Brest et 7 degrés pour Tours. Allez, on passe les frontières. Quel temps fera-t-il ailleurs? On cherche de la grisaille. De la grisaille, on sera gâté avec de la grisaille sur toute la moitié nord de l'Europe, vous le voyez. Un brin de soleil quand même sur Madrid, un brin de soleil sur Rome, un ciel voilé sur Alger pour l'Afrique du Nord, et derrière moi, encore malheureusement, de la grisaille sur Athènes avec 12 degrés. Belle fin de soirée en notre compagnie, n'oubliez pas de fêter les olives et les olivias, et notre numéro de téléphone pour votre météo départementale, vous le connaissez, c'est celui-ci. Dans quelques instants, le journal de Richard Tripot. France 3 vous a présenté la météo avec les magasins Gamme Vert. Demain soir sur France 3, le cirque Ben Weiss déploie son tapis enchanté au pays des contes d'Andersen. Venus de tous les horizons à l'appel de la petite sirène, hommes et animaux enfilent les habits neufs du grand-duc pour mieux vous éblouir. Les grands cirques du monde au royaume de Danemark. Demain, 20h50, le cirque Ben Weiss. Sévère, exigeant, impérial sur France 3. Une tenue de rose. Mégane, soyez raisonnable. Oh, cette Mégane, elle est formidable, hein. Écoute, on en a déjà parlé, il y a d'autres choses à changer avant la voiture. Allez, bonne nuit. Chérie, tu sais la Mégane dont tu rêves tant? Je te l'ai achetée. Elle est en bas dans le garage. Mégane, soyez raisonnable, faites-vous plaisir. Superglue. Superglue ne fait pas que coller. Elle donne une seconde vie aux choses. Julien est en train de tout apprendre sur les avions avec un PC équipé du processeur Intel Pentium. Grâce à la puissance du processeur Pentium, vos logiciels sont plus vivants, plus prenants, plus vrais. Pour Julien, c'est le meilleur moyen de laisser son imagination s'envoler. Processeur Intel Pentium. Jeudi sur France 3, Christophe Lambert dans la jungle du complexe d'Oedipe.
Bonsoir, une nouvelle journée d'horreur en Israël. Après Jérusalem hier, c'est en plein cœur de Tel Aviv que le Hamas a frappé aujourd'hui un attentat suicide qui a fait au moins 13 morts et 125 blessés. Lionel Cotu. L'horreur a surgi en pleine rue. Plusieurs centaines de personnes étaient amassées ici, au pied du plus grand centre commercial d'Israël. C'était pourtant un jour de joie, la fête juive de Purim. Un kamikaze à pied a actionné la charge qu'il portait dans un sac devant une banque, au milieu de la foule des passants. Le Hamas revendique aussitôt. Les secours sont arrivés très vite sur les lieux de l'attentat. Les blessés ont été transportés d'urgence vers les hôpitaux les plus proches. Ce que j'ai vu quelques secondes après l'explosion, des pieds, des mains, des morceaux de corps, des gens qui criaient. Tous les secours sont alors arrivés. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient en quelques minutes. Je pense qu'il n'y a pas de solution miracle. Le seul moyen, c'est de combattre le Hamas, de combattre ces terroristes partout, par tous les moyens avec l'aide internationale dont nous avons besoin. Et alors peut-être pourrons-nous éviter ces terribles et tragiques attentats. Je suis très en colère à cause de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Ils veulent encore nous blesser. Je ne comprends pas pourquoi ils nous agressent. Le Premier ministre israélien Shimon Peres s'est rendu sur les lieux de l'attentat. Il a été conspué par la foule. Tel Aviv est sous tension. 2000 sympathisants de la droite ont manifesté très violemment devant le ministère de la Défense. Et ce soir encore, Israël pleure ses morts. Yasser Arafat a immédiatement condamné ce nouvel attentat. Le président palestinien a demandé à Israël de coopérer pour éradiquer le terrorisme. L'heure est à l'action à tous les niveaux, a-t-il déclaré. Et ce soir, il a rencontré des responsables du Hamas dans la bande de Gaza. Et je l'apprends à l'instant, la branche politique du Hamas a sommé l'aile militaire du Hamas de cesser les attentats. Ce soir encore, Shimon Peres a réuni d'urgence le gouvernement israélien. Il a décidé la création d'un état-major antiterroriste qui désormais pourra frapper n'importe où. Commentaire de Morad Aitabouche. Aussitôt la réunion extraordinaire terminée, Shimon Peres, visiblement tendu et fatigué, annonce la création d'un état-major antiterroriste. Sa mission, coordonner la guerre contre les intégristes palestiniens du Hamas. Pour le Premier ministre israélien, son pays frappera tous les commanditaires des derniers attentats. Nous irons dans le moindre recoin où le terrorisme prend racine, à la guerre comme à la guerre. Et il précise, c'est une guerre de légitime défense. Dans ce type de guerre, nous avons le droit de prendre toutes les initiatives. Ce qui a déjà été fait, ce matin en Cisjordanie, l'armée a mené une opération ici, près de Hébron, dans le camp d'Al-Fawar. La zone avait été placée sous couvre-feu. Plus de 1000 hommes ont été rassemblés dans cette cour d'école. Leurs maisons ont été fouillées. 20 militants présumés du Hamas ont été arrêtés. Dans cette lutte implacable contre le terrorisme, Israël est assuré, semble-t-il, du soutien de l'autorité palestinienne qui a joint aujourd'hui les actes à la parole. 4 des responsables des attentats commis à Jérusalem et à Ashkelon, il y a 8 jours, ont été arrêtés par la police palestinienne. C'est Yasser Arafat lui-même qui l'a annoncé ce soir à Shimon Peres. Parmi les personnes interpellées, Mohamed Abou Wardeh. Il appartient à la même famille que 2 des kamikazes, responsables des 2 premiers attentats. Arafat est soutenu par son peuple. Ce matin, plus de 10 000 Palestiniens spontanément sont descendus dans les rues de Gaza. Là, pour la première fois, les slogans appelaient à la paix. Et celui-ci, le terrorisme est notre ennemi.
Ce soir, le chef du Likoud, le parti d'opposition, M. Benjamin Netanyahou, a appelé les Israéliens à faire preuve de retenue et de modération. Pascal Verdeau, cette retenue, cette modération, c'est peut-être aussi ce qui guide l'attitude du gouvernement israélien ce soir? Oui, écoutez, une réponse politique qui reflète bien ce soir le désarroi d'une société israélienne déstabilisée. Les intégristes du Hamas frappent où ils le veulent, quand ils le veulent, au cœur même d'Israël, à Jérusalem ou à Tel Aviv, et donc pour reconstituer un semblant de consensus, la tentation était grande en Israël de porter le fer dans les territoires autonomes. La guerre totale dont parlait Shimon Peres hier soir. Attention, casse-cou, a affirmé ce soir un ancien chef des services de sécurité israéliens. Pour ce responsable du Shin Bet, les opérations militaires ne seraient pas efficaces. Oui, alors au-delà, Pascal, on peut se demander si c'est pas toute une société qui est déstabilisée, toute la société israélienne. Oui, bien sûr, il y a les attentats aveugles des intégristes, on l'a vu aujourd'hui, mais aussi les coups de boutoir de ces groupes religieux et nationalistes en Israël même qui menacent la démocratie. Ce sont les partisans de ces groupes qui conspuent régulièrement Shimon Peres, le menacent physiquement et affirment même que l'assassin d'Yitzhak Rabin était injuste. Alors ce soir, les partisans de la paix en Israël doivent être décontenancés. Tous les slogans de leurs adversaires « On ne peut pas faire confiance à Arafat ». D'ailleurs, il ne fait rien pour arrêter les intégristes. On a vu ce soir d'ailleurs que c'était faux. Ou bien les Palestiniens veulent la destruction d'Israël. Tous ces arguments portent auprès de l'opinion et rongent un peu plus la démocratie israélienne. Oui, et dans un message de solidarité adressé à Shimon Peres, Jacques Chirac a qualifié l'attentat de ce matin d'acte de barbarie insensé. Quant à Lionel Jospin, il a proposé la tenue à Paris d'une grande manifestation pour dénoncer la barbarie du terrorisme. En Espagne, la gauche cède le pouvoir à la droite. Les élections législatives d'hier ont donné la victoire au Parti populaire espagnol de José María Aznar, mais une victoire un peu trop courte. Il lui faudra trouver des alliés. Marie de la Chaume. José María Aznar savoure sa victoire. Le Parti populaire, qu'il préside depuis 6 ans, obtient la majorité aux élections législatives qui se sont tenues hier en Espagne. C'est la fin des années González. Aznar, Premier ministre, c'est le résultat de plusieurs années de combats politiques et d'un long travail pour modifier l'image de la droite et chasser les vieux démons du franquisme. Le Parti populaire est l'héritier de l'Alliance populaire de Manuel Fraga, ancien ministre de Franco. Mais progressivement, José María Aznar va opérer un glissement vers le centre et trouver de nouveaux électeurs auprès des femmes et des jeunes. La victoire de sa formation politique au municipal de 95 sera un tremplin pour la victoire finale. Avec 38,85% des voix, la droite l'emporte, mais de justesse. Il lui manque 20 sièges de députés pour disposer d'une majorité absolue. Aznar va donc rencontrer des obstacles pour former le gouvernement fort et efficace qu'il souhaitait. En effet, cette victoire étroite fait le jeu des partis nationalistes basques et catalans avec lesquels la droite sera obligée de négocier des alliances au Parlement. Pour cela, Aznar a plusieurs semaines devant lui. La nouvelle Assemblée se réunira le 27 mars. Sans doute, la droite doit-elle s'attendre à des lendemains d'élections difficiles. Ce matin, un attentat a eu lieu dans le nord du Pays basque espagnol. Une voiture piégée a explosé à Irún. L'attentat, qui a été attribué à l'ETA, a mortellement blessé un policier. En France, une prise d'otage qui se termine bien dans une école maternelle à Marseille. Les enfants et les enseignants en ont été quittes pour la peur. C'est la première des informations commentées maintenant par Lionel Cotu et Clarence Rodriguez. Dénouement heureux dans cette école maternelle du centre de Marseille. Pendant 1h30, 3 personnes, un instituteur et 2 femmes de service ont été prises en otage. Il y avait un sac, il a jeté son sac par terre, il a sorti le fusil, bon, il m'a bousculé. Il est rentré comme un fou dans la salle d'accueil. Le preneur d'otages est un homme de 28 ans, connu des services de police pour vol et trafic de drogue. Fort heureusement, aucun des 90 enfants n'a été directement menacé par le preneur d'otages. Les parents se sont rendus à l'école après avoir été informés par la radio. Mission accomplie pour Pascal Barrier et Jeannick Roy, 2 spéléologues emmurés pendant 2 mois dans les souterrains d'Arras. Contrat rempli, mais les 2 hommes ne remonteront que jeudi à la mi-journée, le temps de se réadapter au rythme de vie de la surface. À 20 mètres sous sol, les 2 spéléologues ont vécu sans montre ni réveil. Leur seule référence, leur horloge biologique. Ce matin, à leur réveil, Pascal et Jeannick ont reconnu être un peu décalés. Cette tourelle qui va abriter une cloche est un symbole d'amitié. Un hommage aussi à Lucie, la cofondatrice de la communauté d'Emmaüs à Esteville en Seine-Maritime. Séquence souvenir. J'ai été la trouver
et lui demandant de m'aider. Elle a demandé 2 jours de réflexion et ça a duré 39 ans. Quand on lui demandait quand est-ce que vous êtes entré dans Emmaüs, elle disait en riant, mais avant que ça existe. La Bible de la gastronomie, le guide Michelin, sera disponible en librairie mercredi. L'édition 96 n'est pas épargnée par la crise, moins de restaurants étoilés, mais aussi quelques surprises. La Tour d'Argent, par exemple, a dégringolé de sa tour d'ivoire. Fondé en 1852, le célèbre restaurant parisien a perdu sa 3e étoile. En revanche, promotion pour Alain Passard, jeune chef parisien qui entre dans le club très fermé des 3 étoiles. Seulement 18 restaurateurs y sont conviés. Le Kangouroule, joli nom pour ce bus qui transporte les tout-petits. Cette halte garderie itinérante parcourt 5 communes du Cher. À son bord, plusieurs puéricultrices. Il y a du personnel très qualifié, il y a très peu d'enfants et on est sûr qu'ils soient très bien encadrés. Ce bus garderie ne coûte que 10 francs par enfant. En France, il existe 3 Kangouroules, une expérience qui demande à être développée. La bataille des gros porteurs dans le ciel, entendez par là celle des avions qui emporteront au moins 600 passagers. Les États-Unis et l'Europe ont abandonné leur projet commun. Boeing sera donc le premier sur le marché. Mais Airbus compte bien sur ses recherches en matière d'économie d'énergie. Patrick Esther. En 10 ans, le nombre de passagers dans le monde devrait doubler. Seulement voilà, le trafic aérien est déjà quasiment saturé. Alors, à défaut de pouvoir faire voler plus d'avions, il va falloir en construire des beaucoup plus gros. Il y a 2 ans, les industriels européens avaient espéré pouvoir coopérer avec l'américain Boeing. Leur but, étudier en commun un très gros porteur. Un projet désormais abandonné, Boeing ayant finalement préféré faire cavalier seul et réaliser une nouvelle version du 747, le 600. 600 pour 600 places. À Seattle, l'affaire a été promptement menée. L'avion volera dans 24 mois. Du coup, Airbus Industrie a décidé de contre-attaquer en lançant un programme 100% européen. 50 ingénieurs, financiers et commerciaux vont être embauchés pour plancher sur ce monstre, l'Airbus A32X. Un appareil doté de 2 ponts superposés, capacité 550 passagers répartis en 3 classes. En revanche, sur des compagnies où il n'existe qu'une classe unique, l'avion pourra emporter jusqu'à 8, voire 900 personnes. Coût du programme, 50 milliards de francs. Mais cet Airbus ne verra le jour que si les ingénieurs peuvent garantir qu'il permettra aux compagnies aériennes de réaliser plus de 15% d'économie par rapport à l'exploitation d'un Boeing 747-600. Un pari difficile à tenir, mais pas perdu d'avance. Airbus l'a déjà prouvé dans le passé. Si vous ne l'avez pas encore fait, sachez que vous n'avez plus que 10 minutes, 11 minutes exactement, pour poster votre déclaration de revenus. Quoi qu'il en soit, si vous êtes célibataire et si vous habitez la région parisienne, eh bien, vous serez peut-être rassuré d'apprendre que vous êtes le contribuable type, enquête de Lionel Mondet et Jean-Pierre Ekman. Le contribuable type ne paie que 5 000 à 7 000 francs d'impôts. Et pourtant, son revenu imposable est de 100 000 à 150 000 francs par an. Pour payer si peu, cet individu utilise donc à plein la panoplie des déductions fiscales. Il déduit une pension alimentaire, en général, et il réduit son impôt avec des intérêts d'emprunt et aussi, en général, une assurance vie. Le Français qui paie le plus d'impôts a toutes les chances d'habiter Paris ou dans les Hauts-de-Seine, à moins qu'il ne se trouve dans le Nord, où l'on a déclaré 130 milliards de revenus en 1992. Alors, un peu contraint, ce contribuable aura tout de même la satisfaction d'avoir accompli son devoir civique. Bonjour monsieur, vous venez de déposer votre déclaration fiscale? Oui, ça se voit pas à ma gueule. Alain Juppé avait annoncé une réforme fiscale pour janvier 87. Janvier est passé, rien n'est venu. Et si l'on en croit Philippe Auberger, le rapporteur de la Commission des finances à l'Assemblée, cette réforme ne verra pas le jour avant 2 ans. Il paraît qu'à ce moment-là, l'État aura réalisé suffisamment d'économies pour nous offrir une réforme avec allègement d'impôts sur le revenu. En attendant, le gouvernement bricole. En tout cas, c'est ce que pensent les députés. Exemple de bricolage, les mini-plans de relance. On rajoute un tiroir sur la fiscalité des petites entreprises, un tiroir sur la fiscalité de l'épargne logement et un autre sur celle des crédits à la consommation. Des crédits à la consommation, justement, parlons-en. Les députés de la majorité n'ont pas aimé du tout que le gouvernement veuille les encourager. Et ils vont tout entreprendre cette semaine pour faire capoter cette initiative
qui a déjà changé 2 fois de version. Le feuilleton continue. Bernard Dufault est un oiseau rare dans l'industrie informatique où la fidélité est une notion plus qu'incertaine. Ainsi, à 55 ans, le numéro 1 d'IBM France n'a jamais connu que cette multinationale en France, aux États-Unis ou en Espagne. Et une carrière réglée comme du papier à musique pour cet ancien joueur de rugby, diplômé de Supélec, est vite repéré par le big boss de Big Blue. Aussi, personne n'est surpris lorsqu'il est propulsé en janvier 1995 à la tête de la branche française où il vient de décider sa maison mère à investir 5 milliards de francs pour agrandir l'usine de Corbeil dans l'Essonne. Histoire sans doute de faire oublier qu'en 5 ans, l'actualité d'IBM France était souvent marquée du saut des restructurations, repli industriel avec vente d'usines et réduction des effectifs de près de la moitié, histoire aussi de convaincre les salariés du bien fondé des départs en pré-retraite, suggérés avec insistance à certains d'entre eux à partir de l'âge canonique de 51 ans. Mais aucune crainte pour Bernard Dufault, il est, selon une toute nouvelle expression de la compagnie, estampillé. Comprenez que jusqu'à sa retraite, la vraie, son départ chaque soir n'est que provisoire. Et comme chaque soir, voici maintenant les gros titres que vous trouverez dans vos quotidiens demain. Bien sûr, tous reviennent très largement sur l'attentat de Tel Aviv. Revue de presse préparée par Alain Dévé. L'horreur, c'est le mot qui revient le plus souvent à la une de vos quotidiens pour qualifier le nouvel attentat qui s'est produit aujourd'hui en Israël. Et pour le Républicain lorrain, Israël vit actuellement l'horreur au quotidien. Pour le Havre Presse, ce nouvel attentat kamikaze de Tel Aviv, c'est l'horreur à répétition. Et Ouest France rappelle à la une qu'il s'agit là du 4e attentat suicide en 8 jours et qu'il a fait 13 morts. Coup sur coup, écrit Sud-Ouest, ces attentats ont provoqué la mort de 67 civils et ébranlé sérieusement la paix. Oui, mort à la paix, tel pourrait être le sinistre cri de ralliement de tous ceux qui veulent interrompre le processus de paix, reconnaît Marcel Marsal dans La Voix du Nord. L'humanité est du même avis. Pour notre confrère, les assassins du Hamas veulent noyer la paix dans le sang. Et pour Dominique Gerbeau, dans la Nouvelle République, ils auront gagné lorsqu'ils seront parvenus à faire sortir les dirigeants israéliens et palestiniens du processus de paix. Voilà pourquoi, souligne Jules Clovard dans Nord-Éclair, Shimon Peres et Yasser Arafat sont désormais condamnés à lutter ensemble contre les intégristes du Hamas. Mais Peres et Arafat n'ont pas hésité un instant, note le Courrier de l'Ouest, pour faire front commun contre les bombes. Étonnante situation, constate Patrick Béguier dans l'Écho républicain. Peres et Arafat condamnés à être alliés pour sauver la paix, mais aussi leur pouvoir. François Bessé dans l'Alsace va même plus loin. Pour que la paix ne sombre pas, écrit-il, il faudrait que la communauté internationale intervienne directement. Et il conclut, car ce qui se passe actuellement en Israël concerne non seulement les dirigeants israéliens et les autorités palestiniennes, mais elle concerne également tous ceux qui ont parrainé et applaudi les accords de paix. Et pour terminer ce journal, voici quelques notes de musique d'un célèbre Américain à Paris. Woody Allen était ce soir à l'Olympia pour un concert unique avec son orchestre de jazz. Depuis 25 ans, il se produit tous les lundis soirs dans un cabaret new-yorkais. Mais pour la première fois, celui qui se déclare le plus mauvais clarinettiste du monde effectue une grande tournée en Europe. Il était donc ce soir à Paris et sa prochaine étape européenne, ce sera Milan. On l'écoute quelques instants. N'est pas forcément le plus mauvais clarinettiste du monde.
Dans quelques secondes, vous avez rendez-vous avec le deuxième film de la soirée, Qu'est-ce qui fait courir David, d'Elie Chouraki. Prochain rendez-vous avec l'Info Nationale le 12-13, Pierre Friedenreich, Carole Gessler. Le 19-20, Laurent Bignolas. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver à 22h30. Très bonne nuit à tous et à demain. Mais qu'est-ce qui fait courir David? La réponse tout de suite sur France 3. Mercredi soir sur France 3, le créateur de Philippe Marlowe, Le privé solitaire et fier, c'est lui, Raymond Chandler. Adieu ma jolie, Le grand sommeil, ces romans font un vrai carton dans la série noire. Son art du meurtre le fait scénariste d'Hitchcock et de Wilder. Un siècle d'écrivains part aux trousses du maître de la detective story. Avec Raymond Chandler, mercredi 23h15, plongée raide dans le roman noir américain sur France 3. Tant mieux. Peugeot 605, la route ne sera jamais assez longue. À gauche, une litière 400, à droite, une litière X. À gauche, avec ses capteurs super absorbants, 400 neutralise parfaitement les odeurs et dure 3 fois plus longtemps. À droite, après quelques utilisations, c'est pas joli, hein? 400, oui à l'hygiène et non à l'odeur. En ce moment, profitez-en pour comparer. 400 vous offre 25% de produits gratuits. Vous savez ce que je suis en train de faire en ce moment? Une séance de sport élec. Banque fermée, banque ouverte. C'est pas compliqué. La banque directe. Et ça marche 24 heures sur 24, 6 jours sur 7. Et en plus, virement et prélèvement gratuits, compte chèque productif, chèque crédité immédiatement, une banque sans agence, c'est des avantages en plus. Allô? Banque Direct, François Gauthier, bonsoir. Bonsoir, c'est Jacques Rousseau. Bonsoir, monsieur Rousseau. Vous avez vu? 22h, il est encore là, rien que pour moi. 05 11 12 13, Banque Direct. Pas besoin de se voir pour s'entendre. 05 11 12 13. Christophe le barbare accomplira la vengeance de Tarzan. C'était mon père! Tu es un homme, tu es un être humain. Tu ne te sentiras chez toi nulle part. Tu n'auras pas de foyer, ici ou dans la jungle, tant que tu ne l'auras pas compris. J'ai décidé de rentrer chez moi. Jeudi à 20h50, Greystoke choisit le retour à la Terre sur France 3.